Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à la Nordève pour ce salon du vin et du champagne pour un troisième épisode. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au whisky. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la Cité des Arts, au salon du vin et du champagne, et je suis en compagnie de monsieur Yann Leclerc. Bonjour, moi c'est Yann Leclerc, je suis ambassadeur des marques de Diageo pour la société Lille Distribution Réunion. Ce sont tous les produits de la gamme Diageo, parce que nous sommes distributeurs exclusifs des produits de Diageo, notamment Johnnie Walker. Johnnie Walker, oui. Donc c'est le whisky, et le whisky est très prisé ici à La Réunion. Et voilà. Et il me semble que vous proposez du whisky qu'on ne retrouve pas en grande surface, c'est bien ça? Exactement, le principe d'un salon comme ça, c'est justement de pouvoir proposer des produits qu'on ne va pas retrouver en grande surface. Donc on a sélectionné tous nos produits qu'on ne retrouve pas en grande surface, qui sont spécialisés pour les cavistes, bien évidemment, le CHR. Et les cavistes, on a quelques petites pépites qui sont en petite quantité sur l'île et qui sont distribuées uniquement chez nos distributeurs revendeurs. En fait, je pense que ça s'adresse à une clientèle qui est très gastronome, et ce sont surtout des connaisseurs et bien du whisky, des sommeliers. Je pense que ça s'adresse à... Alors notre public est très large, puisqu'on va avoir aussi bien des clients du CHR qui ont des restaurants et qui découvrent justement des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. On va avoir aussi bien évidemment des passionnés, des gens qui aiment le whisky et qui viennent ici pour découvrir des nouveaux produits qu'ils ne connaissaient pas, et d'autres qui sont totalement novices et qui justement, à travers toute l'expérience qu'on peut avoir sur ce salon, vont découvrir des produits. Et j'ai même pas mal de clientes et de clients qui se sont mis à aimer le whisky depuis ce week-end à travers des découvertes, parce qu'on sait choisir un whisky en fonction de ce que la personne va pouvoir aimer ou ne pas aimer. D'accord, on peut dire que ce sont des whiskies supérieurs quelque part. On n'est que sur des whiskies supérieurs de grande renommée dans le monde des grands crus. Des grands crus, tout à fait. Un petit peu comme pour les vins, mais là ce sont avec des whiskies. Et quelle est la différence entre votre whisky et celui qu'on retrouve en grande surface? Il doit y avoir un goût qui doit être vraiment plus spécial, plus prononcé. Alors tout dépend, parce qu'en grande surface aujourd'hui on retrouve aussi des très très bons produits, sauf qu'aujourd'hui on est obligé de faire une séparation pour donner aussi de la valeur aux produits qu'on vend chez des cavistes, qui sont eux spécialistes. Mais j'ai envie de dire que oui, on est sur des produits qui sont un peu plus haut de gamme et qui nécessitent un peu plus de discours, d'où ma présence aujourd'hui ici pour expliquer aux gens, parce que quand on trouve tous ces whiskies dans un rayon, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille, et aujourd'hui on est là vraiment pour valoriser le produit et valoriser l'expérience de dégustation de ces whiskies. Oui, parce que quand les gens voient des bouteilles de whisky, ils se disent tiens, je vais pouvoir le retrouver facilement dans la grande distribution, alors que c'est faux en fait. Eh non, pas tous. Il y a déjà énormément de whisky dans les grandes surfaces, et c'est bien justement de pouvoir garder ce côté humain et ce côté conseil qu'on va retrouver chez les cavistes justement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les restaurants, il y a beaucoup de spécialistes des vins, mais il n'y en a pas assez de spécialistes des whiskies. Alors il faut savoir que c'est quand même très compliqué, hein. Le vin comme le whisky, déjà le vin, il faut faire des études, ça ne s'apprend pas comme ça. Aujourd'hui ça marche très très bien, il y a de plus en plus de sommeliers sur l'île de la Réunion, ce qui est vraiment très bien pour le plaisir des consommateurs. En termes de whisky c'est pareil, un petit peu j'ai envie de dire, au départ on croit toujours tout savoir, et puis en fait on en apprend tous les jours.
Et donc c'est important de déguster et d'apprendre pour se faire le palais, et parce qu'il existe vraiment une multitude de whisky différents et d'arômes différents. Alors, quels sont vos whiskies préférés quel whisky pouvez-vous conseiller à des gens qui ne sont pas très connaisseurs en fait? Alors aujourd'hui, nous on a un whisky qui n'est même pas encore vendu sur l'île de la Réunion, mais qui va l'être d'ici la semaine prochaine, je pense, qu'on a vendu en exclusivité ici, qui est le Copper Dog. Donc c'est un whisky très accessible, des arômes de pommes, de tarte tatin, de vanille, qui est très intéressant, très accessible pour tout le monde. Ensuite, on va avoir du Talisker par exemple, qu'on a fait en accord mets et whisky hier avec des huîtres, où on met vraiment le whisky dans les huîtres. Et ce soir, un petit Lagavulin très tourbé avec de la Gorgonzola. C'est magnifique. Ah, du whisky dans les huîtres? Ah, bah c'est intéressant, hein. Tout à fait. C'est original, je ne savais pas. Voilà, Là, on regarde le côté fumé, le côté iodé, c'est super. Nous allons goûter cette huître au whisky. C'est vraiment très original. Ce qui est bien, c'est que l'huître, eh bien, le whisky permet de garder la fraîcheur de l'huître. Ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est le whisky qui garde la fraîcheur de l'huître quelque part. Oui, exactement. En fait, le whisky va donner un peu de complexité aussi à l'huître, tout en gardant la fraîcheur. Et l'huître va surtout adoucir aussi le feu du whisky, dont les deux sont très agréables. Et qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de tout ça? C'est la fumée du Talisker qui va rester avec le côté iodé de l'huître et du Talisker. Donc c'est un mélange qui est assez surprenant, mais aussi super intéressant et très agréable. Ouais, j'ai adoré en tout cas, c'était vraiment très bon. Super. C'est du scotch. C'est un scotch. Ouais, ok. Un whisky écossais qui nous vient de Islay, donc les îles, la côte ouest de l'Écosse. Super, et avec du fromage, avec... Fromage italien, Gorgonzola. Le bleu un peu italien. Il y en a les deux. Déjà, le fromage il est cool. Ouais, il fond dans la bouche le fromage. Ouais. Oui. Et le fromage adoucit le whisky, c'est ça qui est bien. On va essayer de faire une photo où on voit l'appareil photo, le mec qui parle et moi derrière. C'est en mode Yann, le whisky pique un petit peu. Mais le fromage, eh bien, adoucit cette petite piquette, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment l'assemblage entre les deux. On a un côté crémeux, on va avoir ce côté crémeux du fromage qui va se mélanger à merveille avec justement le Lagavulin, abaisser un petit peu le taux d'alcool. Et justement après, qu'est-ce qu'il en reste? C'est vraiment la tourbe délicate. Tu peux la prendre aussi en paysage aussi. Grâce au whisky, on apprécie mieux le fromage, c'est ça qui est rigolo. Hein. Et avec le fromage, on apprécie mieux le whisky aussi. Tout le monde y gagne. Mais en fait, en plus du whisky, du rhum, du gin, de la tequila, là on a de la tequila. On propose en dégustation de la tequila, c'est assez rare. La tequila, c'est pas ce qui se vend le plus à La Réunion, mais on a la chance d'avoir une très bonne tequila, qui est la tequila Don Julio. La tequila qui est un spiritueux fait à partir d'agave. Ici à La Réunion, l'agave c'est quand même assez connu puisque c'est le choca. Le choca fait partie des agaves. Et pour élaborer de la tequila, spiritueux qui nous vient du Mexique, on utilise de l'agave bleue Weber. C'est la seule particularité, la seule sorte d'agave qu'on peut utiliser pour faire de la tequila. Et ça va être fait exclusivement au Mexique. Pour les chocas, il y a différentes variétés de choca. Le choca bleu et puis le choca, je crois, non? Alors je ne suis pas expert en choca, mais c'est vrai qu'il existe beaucoup d'agaves différentes, dont le choca et dont plusieurs variétés de choca. Et je sais qu'il y en a une seule qui peut être utilisée pour faire la tequila, lorsqu'il y en a plus d'une quinzaine qui peut être utilisée pour faire le mezcal par exemple. Donc c'est assez intéressant parce que le profil aromatique n'est pas très connu aujourd'hui ici à La Réunion. On a souvent l'habitude des tequilas un peu bas de gamme si je puis dire, avec souvent des mauvais souvenirs de jeunesse. Là au contraire, on vient révéler les vrais arômes de la tequila avec une tequila 100% agave, faite uniquement avec de l'agave. Et donc on a vraiment le vrai goût de la tequila. Et c'est celle-ci par exemple est la tequila de luxe numéro 1 au Mexique. Parce qu'il y a vraiment une vraie attention portée à la fabrication du produit, au vieillissement du produit. Ça donne envie, c'est ça?
Ah, c'est magnifique, hein, c'est un produit qui est magnifique. Et très peu connu en plus. La tequila, on n'a pas l'habitude, on a tous un mauvais souvenir de la tequila. La tequila quand on était jeune, enfin moi en tout cas, il y a longtemps, mais quand j'étais jeune, c'est vrai que la tequila, on prenait ça cul sec dans un bar. Et au final, vous savez, on a ce côté un petit peu, ouf, on ne sait pas trop si on va sur les voisins ou pas. Et au final, en général, ça passe bien. Mais là vraiment, avec une tequila haut de gamme comme ça, on sent vraiment l'agave, qui est vraiment le fruit de base de la tequila, puisqu'on est sur du 100% agave. Et derrière, après, on a ce côté boisé qui apparaît, donc il y a des petites notes de vanille super agréables et qui se mélangent super bien, avec une super longueur. Il faut savoir que Don Julio González, celui qui a créé cette marque, c'est lui qui a créé les premières tequilas de luxe, avec vraiment, il travaille son propre terroir, il plante lui-même ses propres agaves, donc il contrôle la production de la tequila, du tout début de la terre, de l'entretien de la terre, jusqu'à la mise en bouteille. Mais c'est quoi le processus de fabrication de la tequila? Alors pour fabriquer de la tequila, c'est relativement simple, non pas du tout. En fait, on fait pousser des agaves. Une agave, c'est un petit peu comme un choca à La Réunion, sauf que c'est l'agave bleue Weber qui nous vient uniquement du Mexique. Cette agave met 7 ans à pousser. Donc 7 ans, c'est très long, hein. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la tequila est assez chère. 7 ans à pousser pour une agave, on fait l'équivalent de 6 bouteilles de ce genre de tequila avec une agave. Donc ensuite on prend cette agave mûre, on coupe toutes les feuilles qu'il y a autour, on récupère une espèce de... ça ressemble un peu à un ananas, c'est pour ça qu'on appelle ça une piña, et ensuite on le coupe en morceaux. On le coupe en morceaux, des morceaux égaux, et ensuite on le fait cuire. Une fois cuit, on écrase, on récupère le jus. C'est ce jus qu'on va faire fermenter, et ensuite on va distiller dans un alambic traditionnel pour ensuite pouvoir le mettre en bouteille ou le faire reposer dans des fûts de chêne américains et le mettre en bouteille après pour des reposados ou le laisser encore plus longtemps pour des tequilas qu'on appelle anejo ou extra anejo qui sont après plus de 3 ans et là le bois vraiment s'exprime à merveille et là effectivement on est beaucoup plus sur un digestif. Alors que la tequila blanco peut se boire pure en shot quand on boit des shots ou sinon en cocktail quoi, sur une bonne margarita, un bon paloma, ça c'est des cocktails que moi j'adore personnellement. Et la tequila aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, pour moi c'est un de mes spiritueux préférés à mettre en cocktail parce qu'en cocktail ça amène vraiment quelque chose de super bon. C'est doux, ça a du goût, c'est vraiment super. La dernière fois j'ai goûté au Papichulo à Ouais. Saint-Pierre, tequila tamarin. Ah oui, ils font, oui. L'acidité du tamarin, avec ça c'est parfait. Ah ouais, et puis travailler en plus avec celle-là, il travaille avec Don Julio aussi, donc C'était génial. Super, merci beaucoup. Merci. et voilà. Et On a du rhum, on a... les rhums, ils viennent d'où? Alors les rhums viennent du Guatemala, rhum Zacapa, élu 5 fois meilleur rhum au monde. Ici on a un rhum Zacapa 23, Zacapa édition Negra, Zacapa XO. Il faut savoir que c'est un rhum qui vient du Guatemala, donc c'est un rhum agricole élaboré à base de sirop à la cuite, c'est-à-dire que c'est du concentré de canne à sucre qu'on a fait bouillir pour évaporer l'eau. Ensuite, on va faire fermenter avec des levures naturelles d'ananas, distillation en alambic traditionnel et alambic à colonne. Ensuite, on le fait vieillir. La magie opère lorsqu'on le fait vieillir à 2300 mètres d'altitude, donc en haut, l'équivalent du pas de Bellecombe, et on le fait vieillir dans 4 fûts différents. On a des fûts de Bourbon, des fûts de chêne américain qu'on a brûlés à l'intérieur, ensuite des fûts de Xérès et des fûts de Pedro Jiménez. Et en fait, le fait que ce soit frais et sec, l'avantage c'est que le rhum met du temps avant de s'imprégner des arômes du bois. Il prend vraiment tout son temps, c'est comme quand on fait un curry. Il faut prendre le temps pour que ça ait vraiment du goût. Mais c'est le même principe. Si on faisait la même chose en bas sur la plage, chaud et humide, eh bien, ça prendrait très vite les arômes, mais n'aurait pas cette complexité. Mais c'est un assemblage des 4 types d'élevages? Ça passe dans 4 fûts différents. Ce qu'on appelle un système, vous qui êtes dans le vin, vous devez connaître, c'est le système Solera dynamique. Système Solera dynamique qu'on utilise pour les vins comme le Xérès, le Pedro Jiménez, des vins qui viennent du sud de l'Espagne. Donc ça passe dans 4 fûts différents, l'un après l'autre, et à chaque fois on mélange du rhum vieux avec du rhum blanc, on mélange, on laisse vieillir, on en enlève une partie qu'on fait vieillir dans un autre fût qui contient déjà du rhum vieux, et ainsi de suite. Et donc en fonction du temps qu'on fait passer dans chaque fût, on va avoir des arômes différents. Donc celui-ci, ce sont les 4 fûts, exactement ce que je vous ai raconté. Zacapa 23, c'est extraordinaire, élu 5 fois meilleur rhum au monde. 23 pour le produit. Alors le 23, ça rappelle à la fois les 2300 mètres d'altitude, ça c'est aussi pour s'en souvenir, mais également parce que l'âge du rhum le plus vieux, qui du coup va pouvoir rentrer dans la composition de ce rhum, a à peu près 23 ans. C'est pas l'âge du rhum le plus jeune, mais l'âge du rhum le plus vieux. Ici on a le Zacapa Negra, lui tout simplement il va rester plus longtemps dans le fût de chêne américain qui a été rebrûlé.
Donc des arômes encore différents. Le fût de chêne américain remboulé qui va donner des arômes tropicaux, des arômes de vanille et un petit côté fumé aussi qui va être un peu plus puissant. Et alors là on arrive vraiment vers la pépite, hein, c'est bien évidemment mon préféré, le Zacapa XO, qui lui en plus d'avoir le même procédé que les autres, il est vieilli dans un fût qui a contenu du cognac avant. Donc fût de chêne français dans lequel on a fait vieillir du cognac avant. Il faut savoir que 7% du liquide d'un fût peut rentrer dans le bois. Et donc ensuite, vous imaginez l'échange ensuite avec le liquide qu'on met après à l'intérieur. Et donc chacun des fûts, aujourd'hui on sait faire, on sait travailler comme ça. Et aujourd'hui, vraiment, on sait quels arômes on va aller chercher en utilisant tel bois ou tel bois. Il y a possibilité de goûter celui-ci. Bien sûr. Merci. On a tout vendu, je suis désolé, je ne pourrais pas vous le faire, je pourrais pas vous en vendre parce qu'on a tout vendu. Mais là on profite, C'est parti comme du petit pain. Le concours, la finale à préparer. Ah, vous faites, Ouais, d'accord. On prépare en goutte, on se prépare avant. On va commencer à préparer les toasts. Vas-y. Et là, vous allez voir, c'est juste magnifique. Hein. C'est un rhum différent de ce qu'on peut trouver dans le monde du rhum. Il y a beaucoup de rhums différents. Les législations dans le rhum sont assez différentes d'un pays à un autre, d'une région à un autre. Donc on a plusieurs types de rhum qui existent. Hein. Ça n'a absolument rien à voir avec un rhum des Antilles. Ce n'est même pas comparable avec un rhum des Antilles françaises. De même que ce n'est pas comparable avec d'autres rhums de mélasse, puisque là on n'est pas sur un rhum de mélasse, on est sur un rhum agricole, puisque c'est du pur jus de canne à sucre. Je refais celle-là et celle-là. Ok. Voilà. Super bon. Depuis le début du salon, ça met tout le monde d'accord. Par exemple, moi je parle pas de fumée et d'alcool, on n'a pas le droit. Non. Nous on n'a pas le droit. Chacun fait ce qu'il veut après, chacun a sa façon de déguster et de se faire plaisir. Et en tout cas, il y a plein de façons de le déguster. Moi je le conseille sans glace, sans rien, pur comme ça, et avec modération, doucement, calmement, après manger. Lui il est là. Il faut. En digestif, ça. La première gorgée. Et au fur et à mesure qu'on va déguster, notre palais s'imprègne du rhum. Et en fait, on sent de moins en moins le côté alcoolique. Et on sent de plus en plus les arômes. Il faut savoir que le Zacapa est un rhum qui n'est pas mono-aromatique. On n'a pas un seul arôme du début à la fin. Il va évoluer au fur et à mesure qu'il s'oxygène à la fois dans le verre ou dans la bouteille. Il évolue. Donc une dégustation de Zacapa, ça va aussi bien de la vanille en passant par le café pour finir sur le cacao. Vous voyez, alors qu'au départ, c'est directement la vanille qu'on a qui est flagrante. Mais au fur et à mesure, notre palais étant un peu imprégné du liquide, on passe le café. À un moment, ça devient flagrant. Et pour finir, sur la fin, on se dit ah ouais, le cacao, il est quand même bien présent. Hein. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Peut-être qu'on avait que la vanille au début. Mais la bouteille en fait ressemble à un flacon de parfum, un flacon de cognac aussi, un flacon de cognac. Bien évidemment, on retrouve toujours ici le collier qui nous fait penser au collier des Mayas en fait, hein, parce que je rappelle que c'est un rhum qui vient du Guatemala. Et donc les femmes mayas, vous voyez, c'est un peu les cités d'or, c'est un peu tout ça. Donc c'est vraiment que des codes pour rappeler ce qu'on retrouve dans le liquide. Et l'appellation XO également, qui est un rappel au cognac, au fût de cognac bien évidemment. Beaucoup de bars aujourd'hui ne vendent pas forcément de cognac ou n'ont pas de cognac et vendent ça à la place d'un cognac, et en général le consommateur s'y retrouve parce que c'est très gourmand, ça a beaucoup d'arômes, c'est très agréable à boire. J'espère que ce salon du vin et du champagne a émoustillé vos papilles gustatives et que votre bouche a fait de l'eau. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.